Alors, ça marche, on m'entend. Oh, parfait. Bon, c'est la magie du direct. Si ça marche pas, ça sera ma faute. Bienvenue ce soir. Du coup, c'est moi qui fais la session de fermeture. D'accord. Je ne peux pas être trop casse-pied. Pour info, je pense que ça va être le recyclage de talk le plus rapide de l'histoire parce que c'est une présentation que j'ai faite mardi après-midi à CPP Europe. Donc, c'est tout frais démoulé. Voilà. Alors, il s'est passé un miracle, c'est que j'ai réussi à faire tenir un talk en 30 minutes. Ceux qui sont habitués à mes présentations ici voient pourquoi je fais la chose. On va essayer de faire pareil. Et on va essayer d'être au moins aussi intéressant. Alors, on va parler software, on va parler fromage. On va essayer de parler plus software que fromage. Mais on va parler surtout de comment l'âge affecte un peu les logiciels. Et je vais faire une présentation un petit peu comment dire, retour d'expérience, témoignage, vous savez, là, vie ma vie, confession intime, tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, s'il y en a encore, ma spécialité, c'est torturer les compilateurs, ça j'aime bien, et si possible, pour leur faire cracher du code qui soit bien. Et je suis tombé dans la marmite du parallélisme quand j'étais petit, et j'ai pas réussi à m'en sortir depuis, même si je me soigne. Et donc, j'ai plusieurs projets de recherche, etc., autour de comment on fait des bibliothèques pour calculer vite et bien sur des machines Zarbi. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui est un des premiers projets que j'ai démarré il y a trop longtemps, qui est une bibliothèque qui permet de faire du calcul vectoriel proprement, en C++. Alors, pour ceux qui ne savent pas aussi, voilà, la totalité des processeurs modernes ont des jeux d'instructions spéciaux qui vous permettent, avec des instructions dont le nom sort du cinquième cercle de l'enfer, d'appeler des systèmes de calcul qui vont calculer sur ce qu'on appelle des registres larges, des registres SIMD, c'est-à-dire des registres 128, 256, 512 bits maintenant. Et du coup, ça va plus vite parce que dans un registre 128 bits, on met 4 flottes, on en met 8 dans un 256 bits, etc., etc. Et on va appliquer la même opération sur tous les blocs du registre et ça va vite. Donc, soit on utilise des intrinsèques qui, comme je l'ai dit, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas pratique. Soit, si vous êtes d'un caractère plus optimiste, vous allez envoyer vos prières, allumer des cierges aux dieux des auto-vectoriseurs. Et quand les planètes s'alignent, ça va auto-vectoriser votre code et vous allez avoir de la perf. Moi, j'ai commencé à bosser dans le sujet en 2005. Et à l'époque, les dieux de l'auto-vectorisation, ils n'étaient pas là, clairement. Et on s'est dit, tiens, on va faire un truc rigolo. On va essayer de faire du SIMD PowerPC à l'époque. Et on va faire ça dans un langage que tout le monde aime bien, qui est Objective-Camel. Parce que c'est exactement ça dont les gens ont besoin. Donc je pense que la combo Objective-Camel plus PowerPC, je pense qu'on ne peut pas faire plus obscur. Mais on a eu des résultats rigolos. Et on s'est dit, on n'a qu'à faire ça avec des vrais trucs. Et on a commencé un projet qui s'appelait Eve à l'époque, pour Expressive Velocity Engine. Alors, j'ai jamais été bon pour les noms, ça ne va pas s'arrêter. Hein. On a commencé ça un peu sérieusement 2005, 2006 par là. Ça a bien avancé. Il y a même des gens qui ont eu des thèses avec, dont la mienne. Ça a été longtemps caché dans d'autres projets à moi, parce que je sais pas, je devais en avoir honte, ou c'était une bonne idée, mais en fait non. Et ça a évolué. Il y a eu un moment où ça s'est appelé Boost SIMD, puis ça s'est plus appelé comme ça, voilà, machin. Il s'est passé plein de trucs. Et comme je ne peux pas tenir 2 minutes sans refaire un machin que j'ai déjà fait, ça fait un petit moment que je me suis dit, on va refaire ce truc-là, parce que il doit très certainement y avoir des opportunités avec C++17, et en fait, très rapidement, C++20, de refaire ça proprement. Alors, ma définition de propre, qu'est-ce que c'est? C'est, je veux que le code marche parfaitement, et je veux qu'il le fasse avec le code le minimal. Donc, j'ai souvent tendance à reprendre des trucs pour que les choses deviennent de plus en plus élégantes, hein, d'accord, en termes d'écriture. Voilà. Alors, bon, tout ça, l'idée de base, juste pour, ça va être le seul slide, entre guillemets, pseudo-marketing qu'on va faire ici, parce que ce n'est pas le sujet, la bibliothèque. En gros, qu'est-ce qu'on fournit? On fournit un truc qui wrap les types SIMD proprement. Ce qui fait qu'en gros, vous avez des types qui remplacent les types classiques et ça va vectoriser.
On fait beaucoup de numérique parce que un de mes collaborateurs qui parmi nous ce soir est un grand fan de maths, donc on fait pas mal de maths. Donc on est un peu biaisé numérique, même si on a fait du traitement d'image et maintenant on fait pas mal de traitement de texte avec d'autres contributeurs. L'idée c'était d'avoir aussi un moyen d'avoir du trade-off, c'est-à-dire que des fois en SIMD vous pouvez aller vite, mais vous n'avez pas les bonnes précisions, ou alors vous pouvez avoir la bonne précision, mais ça va aller moins vite. Et on voulait donner le choix aux utilisateurs. Et l'idée, c'était que s'il y avait un truc rigolo en C++1, il fallait qu'on l'utilise parce que voilà, c'est un peu aussi une espèce de vitrine pour nous, de démonstration de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces nouveaux standards. Alors, si vous voulez regarder, il y a des trucs rigolos. Hein. Il est où mon truc? Il a disparu. Non. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, déjà, je suis là, vous pouvez m'en poser après. On a un GitHub. Voilà, c'est ouvert. Vous pouvez y aller voir. Il y a des trucs. On a même de la doc. Voilà, elle n'est pas complète, mais elle fait au moins semblant. Et ça fait un petit mois maintenant, un peu moins, aussi pas loin de mois. Vous pouvez faire Mumuse avec sur Compiler Explorer. On est là quelque part. Je sais plus, ouais, voilà, on est là. On est là. Voilà. Hop, on est là. Vous pouvez cocher ici, hop, et c'est dans vos favoris. Et après, voilà, on peut faire des trucs, il y a des fonctions, il y a des types, etc. Et puis ça génère du code, il est joli, voilà, il y a du SIMD dedans, etc. etc. Bref, voilà. Donc ça, c'est cool, ça existe, ça fonctionne. Et jusqu'où on peut aller un petit peu en termes de trucs, on a atteint un point où je considère qu'on est bien. Voilà, c'est ça, et pouce bleu et la cloche. Voilà, merci Adrien. On est assez content parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui écrivent du code avec et ça marche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un de nos contributeurs qui a écrit ce truc-là, mais qui en gros, c'est strlen. Alors strlen, ça casse pas quatre pattes à un canard. Sauf que celle-là, on est sûr qu'elle est vectorisée, quel que soit le compilo. On a découvert qu'il y avait des compilos qui avaient des versions pas vectorisées. Et en fait, quand on regarde le code généré, qu'on regarde ce que fait par exemple les gens de la libc à la main dans le GCC, etc., on est à 2 ou 3 instructions près, exactement comme eux. Et apparemment, les instructions qu'on n'a pas ou qu'ils ont, je ne sais plus dans quel sens c'est, on est quasiment équivalent en termes d'assembleur. Donc, on est plutôt content. Alors, on m'a fait une réflexion sur ce slide, à part celle de Loïc qui se moque de moi parce que je n'ai pas d'internet. On m'a dit ça ressemble pas vraiment à du C++ parce que y a des trucs bizarres, il y a des machins avec des parenthèses à des endroits zarbi. Alors c'est pour ça que j'aime bien cet exemple parce qu'il montre un peu jusqu'où on est arrivé et on va essayer de discuter un peu comment on en est arrivé là. Le problème de tout ça et le message que je vais essayer de faire passer dans ce talk, voilà, c'est fin du marketing. Voilà, quand vous designez une bibliothèque, pardon, vous designez une bibliothèque. Souvent, on pense à l'interface utilisateur. Et en fait, non, une bibliothèque, c'est 2 interfaces. Je ne sais plus à qui j'ai piqué ça. S'il est dans la salle, il faut qu'il se manifeste. En fait, vous avez 2 API dans une bibliothèque. Vous avez l'API pour les utilisateurs. Et c'est bien qu'elle soit agréable pour eux, parce que sinon, ils vont utiliser une autre bibliothèque. Et il y a l'API, ou du moins le système que vous donnez à vos développeurs, que ce soit vous ou vos collaborateurs, pour que ça soit genre manageable. Alors que, avoir des process, avoir des ossatures un peu intéressantes. Ce qui est intéressant avec cette bibliothèque, c'est qu'en fait, elle a essayé de ne pas bouger, de rester fixe en termes de fonctionnalité, alors que c'est compliqué parce que le langage a changé en 15 ans, depuis 2005, plein de fois. Et le hardware aussi a changé parce qu'il fallait qu'on fasse la course au système qui sortait tous les X temps avec des nouveaux matériels dedans. Et du coup, la question, c'est, en gros, on s'est mangé 3 standards. Qu'est-ce qui nous a vraiment aidé? Quelles sont les choses où on s'est dit, en fait, on n'aurait pas eu ça, on aurait fait autre chose. Et comment notre vision a changé? Parce qu'en fait, au début, vous faites une bibliothèque, vous dites youpi, on va mettre des fonctions, on va mettre des types, c'est parti. Mais en fait, non, il y a un truc, c'est qu'il y a la perception qu'ont les gens de votre API. Et le fait de designer pour que les gens ne se retrouvent pas perdus ou ne se posent pas de fausses questions. Et on va voir un petit peu, c'est comme le fromage, parce qu'on n'a pas même dit qu'on allait parler de fromage. Fromage, il faut qu'il vieillisse bien, parce que sinon, il sent mauvais. Et le code, c'est pareil, des fois, il sent mauvais, même qu'il y a du code semelle. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a appris en essayant de faire des trucs, ce qui a collé au mur, ce qui n'a pas collé au mur, et pourquoi vous devriez manger plus de fromage auvergnat, parce que c'est quand même les seuls vrais fromages. Alors, on va commencer par quelque chose de simple, de bien plan-plan, comme le camembert. On va parler des interfaces de type. Alors, ce que j'appelle les interfaces de type, c'est la manière dont vous présentez
les options, enfin les manières dont vous allez pouvoir fournir des paramètres templates à des classes ou des fonctions templates. Hein, par exemple, ben voilà, l'interface de type de vector, c'est il y a le type et il y a l'allocateur. Et on peut se poser la question, ben, est-ce que c'est vraiment optimal, est-ce qu'on peut faire autre chose? Et en fait, la première leçon qu'on a appris, c'est que l'interface de type des objets ou des fonctions, mais surtout des objets, c'est pas anodin en fait. Et les gens, ils ont des réflexes et il faut jouer alors avec ou autour, ça dépend comment vous voulez le dire. Alors, avant, il y a longtemps, on avait un type qui servait à emballer là, ces registres magiques. Et ce type, il s'appelait pack. Voilà, et on disait, ben, j'ai un pack d'entiers, puis j'en ai 8, par exemple. Voilà, on disait ça, on avait un type, on avait ce qu'on appelle un cardinal, c'est la largeur du vecteur, un truc magique, on en parlera un peu plus tard. Et puis voilà, allons-y, j'ai mon pack de int8, je peux appeler des opérations dessus, et on s'était dit, tant qu'à faire, il y a un type, une taille, ça sent le tableau. Bon, on va donner une interface de tableau à ce truc-là, et puis une interface de tuple aussi, puisque c'est un peu pareil. Hein, tableau de taille fixe, c'est un tuple. Et en fait, on avait même donné tout ce qu'il fallait. On pouvait itérer sur le contenu scalaire du registre vectoriel, on pouvait le passer même à des algorithmes. C'est trop de là-bas, il y avait un begin, il y avait un end. En gros, c'était tout comme stdarray, mais sauf que des fois, ça vectorisait. Quoi. Et alors, l'erreur qu'on a faite, en fait, c'est exactement de faire ça. Parce que la première question qu'on avait régulièrement de gens qui débarquaient et qui voulaient essayer la BOI, c'était je comprends pas parce que j'ai essayé de faire pack de flotte de 375 et ça marche pas. Ben oui, parce que en fait, comment ça s'appelle c'est pas fait pour. C'est pas fait pour, monsieur ou madame. Il faut des tailles de puissance de 2, machin, tout ça, machin. Ah oui, mais pourquoi ça ressemble à un tableau alors ça ressemble à un tableau parce qu'on s'est trompé. Voilà. Le problème, c'est que du moment où vous donnez quelque chose qui ressemble à un tableau aux gens, ils vont l'utiliser comme un tableau. Alors ça, c'était pas trop grave. Les gens finissaient par comprendre, ils disaient, ah ben oui, non, oui, ok, c'est bon. Par contre, le truc qu'il y avait, c'est que les gens, des fois, ils trouvaient pas la fonction qu'ils voulaient. Parce qu'ils la cherchaient pas avec le bon nom, ou parce qu'on l'avait pas, ou que sais-je. Et du coup, comme ils avaient cette interface de tableau, la première chose qu'ils faisaient, ils faisaient des boucles. Alors, je peux vous dire que faire des boucles sur les éléments scalaires d'un registre vectoriel, dans la famille, ça va pas vite. C'est le père ou la mère. Hein. Je ne sais pas lequel des deux, mais c'est un désastre. Et nous, derrière, il y avait, un sérieux tas de trucs où, je pense que c'était pas très, très standard ce qu'on faisait pour récupérer les trucs. Il y avait des aliasing dans tous les sens. C'était dégueulasse. Alors, la solution, c'est un peu radical. Vu que les gens, quand on leur dit que c'est un pack de 8 entiers, ils voient dans leur tête un tableau, on va changer tout. On va changer le nom. Donc, le registre, maintenant, il s'appelle wide. Et en gros, un wide float, c'est un float, mais large. Et on a laissé tomber l'interface type entier. Et on est passé à un modèle où, en gros, on a deux types. On va voir ça en détail. Un qui définit le cardinal, un qui définit le type. Mais c'est deux types. Ce n'est pas un type et un entier. Donc, on arrête de ressembler de manière typée à un tableau. Et l'autre truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'interface d'accès comme avec des itérateurs, on a pris l'interface d'accès comme un tableau, et on a tout jeté à la poubelle. Et on est revenu à un modèle explicite de get et de set. Je peux faire un get de i et je peux faire un set de i valeur. Alors, on pourrait se dire, c'est moche parce que c'est moins naturel, c'est moins intuitif. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors après, vous voyez, j'ai mis des petits tags, là, j'ai mis des petits trucs, là, on va les retrouver un peu partout dans le talk. C++11 nous a amené deux choses. Le fait qu'on avait des static asserts potables, qu'on a pu mettre aux bons endroits dans ces fameux types de définition des tailles, pour dire, non, mec, là, tu me passes un truc et ça ne peut pas être une taille SIMD. Et l'autre truc, c'est qu'on s'est dit, en fait, en regardant le code que les gens nous montraient souvent là, avec leurs erreurs, etc., souvent les gens avaient besoin de faire une itération quand ils voulaient remplir un vecteur avec une valeur bien précise. Et en fait, on a enlevé ça et on leur a donné un constructeur qui prend une lambda. Alors la lambda, elle attend deux paramètres, on va le voir, l'index courant et le cardinal du vecteur, et vous remplissez votre vecteur avec une formule. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'est pas beaucoup différent, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le cardinal est plus un entier. C'est un type. Alors, le type, on en a plusieurs. Celui qu'on utilise souvent, c'est fixed, qui lui prend un entier. Et en gros, fixed, ça dit, j'ai un cardinal, il ne va pas bouger à la compilation, et il fait 8. Et du coup, comme c'est un type à part, oui, je répondrai aux questions à posteriori. Excuse-moi, Serge, je n'avais pas vu. Comme c'est un type à part, il y a une boîte, on peut ranger des trucs. On ne peut pas ranger des trucs dans un entier. Donc, on y a aussi rangé des choses qui avant étaient des métafonctions abominables, qui nous permettaient de calculer, par exemple, quel est le type si je divise la taille du registre par 2, si je multiplie par 2,
est-ce que j'ai le droit de couper le registre en deux, etc. Et tout ça, du coup, ça avait une place cool dans ce type-là. Et on a un autre type cardinal qui s'appelle scalar type, qui nous permet de discriminer le cardinal d'un scalaire qui vaut 1, du cas bizarre, mais qui arrive dans certaines extensions MCMD, du registre vectoriel de un élément. Ça existe. Et du coup, on est capable de les discriminer. Et tout ça, en fait, combiné à get et set, get, vous ne pouvez pas faire exprès d'écrire get. Il faut que vous y réfléchissiez. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que les gens, quand vous leur donnez get et set, ils commencent à moins les utiliser. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est long à taper ou quoi que ce soit, mais ils réfléchissent avant de le mettre. Alors là, j'ai un peu trollé parce que j'ai repris exactement le même exemple. Bien évidemment, je vous rassure, get de size-1, on a bien évidemment gardé deux choses quand même de l'interface tableau, c'est front et back. D'accord. Parce que front et back, c'est facile à récupérer, donc ça c'est OK. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, les gens, ils ont des habitudes. Ça fait des années qu'on leur explique que quand ils voient ma chaîne de TN, c'est très certainement un espèce de tableau. Du coup, quand on leur montre quelque chose qui ressemble à un tableau, ils vont vouloir l'utiliser comme un tableau. Et pour reprendre une expression que j'ai piquée à Joël, mais l'autre, on est tombé un peu dans ce qu'on va appeler la uncanny valley des API. La uncanny valley, je ne sais pas si vous savez, c'est ce phénomène psychologique où quand on regarde quelque chose qui ressemble à un humain, d'accord, mais qui est bizarre, qui est suffisamment bizarre pour que ça nous perturbe, hein, vous savez, des mannequins chelous, tout ça, on n'est pas bien. Et là, c'est pareil, en fait. Ça ressemblait à un tableau, mais on voyait bien que ce n'était pas un tableau et on était tout gneu. Alors, en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est ça, c'est de faire des trucs qui ressemblent trop à un tableau alors que ça n'en est pas. D'accord. Voilà. Et du coup, le truc qu'on a compris, c'est que designer une API, c'est pas juste de rajouter des trucs, c'est aussi en enlever des fois. D'accord. Et soit les enlever en les mettant pas, soit en les enlevant physiquement avec delete ou quoi que ce soit. Et on a le droit de faire quelque chose, on a le droit d'avoir un type qui dit je suis comme un tableau et je fais ça en plus. Par contre, l'erreur fondamentale du design, c'est de dire je suis un tableau, mais je ne fais pas ça exactement comme un tableau. Avec des en plus, ça passe, mais avec des en fait, il y a ce cas-là, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une interface qui ressemble à quelque chose que les gens ont l'habitude de manipuler. Et truc rigolo, et un truc qu'on a commencé à faire là dans Fixed et que depuis on a fait à plein d'endroits, c'est qu'en fait avoir la petite boîte qui emballe un entier dans un type avec une sémantique et un nom précis, plutôt que de juste avoir un entier ou de se dire oh ben, on passera à une intégrale constante, ça a un peu le même effet sur les API de type que utiliser une enum class à la place d'un entier dans une API classique. Ça vous permet d'avoir de la sémantique à un endroit où d'habitude on n'en a pas ou on en a peu. Et ça nous a aidé parce que ça nous a permis de différencier que, ah oui, ben là, je passe une taille statique, là, je passe ceci, là, je passe cela. Et c'est assez utile. Et du coup, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on aurait dû écouter un peu plus Scott Meyers, hein, pour le reciter là-dessus. C'est que voilà, il faut absolument que votre API elle soit facile à utiliser proprement et que faire des erreurs avec, ça soit compliqué. Et ça, c'est la première erreur qu'on avait fait avec la vieille version de notre code. Ah, maintenant, on est un peu mieux. Les gens ne se posent plus la question de savoir si c'est un tableau parce que ça ne ressemble pas à un tableau. C'est pas TN. C'est ah oui, il y a un N, mais il faut que je réfléchisse dans quoi je le mets. Et on a fait en sorte que les choses qui n'avaient pas de sens ne soient pas là. Et celles qui avaient vaguement un sens, elles sont là, mais elles ont une API qui est différente de celle du tableau. Ça, déjà, ça nous a aidé à libérer pas mal d'espace mental chez les gens. Alors ça va, c'est du camembert, c'est facile. On va prendre du vrai fromage d'homme maintenant. On a une bibliothèque qui fait du calcul numérique. D'accord. C'est du salaire, c'est pour ceux qui se posent la question. On a une bibliothèque qui fait du calcul numérique sur des registres un peu spéciaux, donc on a énormément de fonctions. C'est aussi du fromage de femme, effectivement. Désolé pour la remarque un petit peu facile. Donc c'est un fromage fort, pour les gens qui aiment le fort. Donc, si je disais, oui, ça a beaucoup de fonctions. Certains diraient qu'on en a trop. Et la question, c'est que non, Mathieu, c'est pas de la raquette. Le problème est le suivant, c'est que quand on a plein de fonctions, et qu'on est sur une espèce de lit un peu mouvant, c'est-à-dire que voilà, on a plein d'implémentations qui dépendent de plein d'informations architecturales,
un truc qu'on voulait avoir dès le début, c'était de pouvoir se dire, à n'importe quel niveau dans l'implémentation de n'importe quelle fonction, je veux être capable d'appeler une autre fonction de Eve et de bénéficier, d'accord, de toutes les optimisations possibles qu'elle peut avoir, quel que soit le niveau où on l'appelle. C'est pas parce que je suis en train de décrire une fonction, par exemple, en AVX, que si je veux appeler un truc que j'ai déjà écrit en SSE2, je dois le réécrire à la main. On voulait pouvoir réutiliser nos propres optimisations nos propres encapsulations. Alors, ça voulait dire qu'à n'importe quel moment, je pouvais avoir envie d'appeler une fonction qui était surchargée parce que c'était pas la même archi, c'était pas le même jeu d'instruction, c'était pas le même type ou toute combinaison linéaire de ces trois trucs. Et on voulait aussi pouvoir avoir un moyen facile, simple, de pouvoir dire, voilà, cette archi, ce jeu d'instruction, ce type, dans telle condition, c'est cet intrinsèque. Et pas les ceux qu'on a déjà vus. On voulait pouvoir avoir cette flexibilité-là et faire en sorte que l'API, en général, elle soit facile à découvrir. C'est-à-dire que les gens ont vu des trucs marcher avec certaines fonctions, ça doit marcher pareil avec les fonctions qui ressemblent. Alors, le design initial, comment dire, il faudrait que je le recherche, je ne sais plus où il est, il doit rester des vieux clones de ça sur Internet. Parce que je pense que c'est un joli monument d'over-engineering. Parce qu'on avait des fonctions qui calculaient un type avec une métafonction qui leur donnait un objet fonction qui faisait un choix d'architecture et de hiérarchie d'instructions et qui appelait une autre fonction qui contenait la vraie implémentation de la fonction. Et tout ça, c'est géré par des macros. Bon, alors sur le papier, ça avait l'air bien. C'est à peu près le seul endroit où ça avait l'air bien, en fait. Et vous savez, c'est un peu, comment ça s'appelle ce biais là? C'est du sunken cost fallacy. En fait, vous avez passé tellement de temps à écrire ce code avec ce truc-là qui, pour les exemples simples, comment ça s'appelle? Voilà, exactement, Martin. Comment ça s'appelle? Ça marchait bien pour les trucs simples, ça marchait OK pour les trucs moyens, et vous sentez bien que ça ne marche pas pour le reste. Mais vous avez tellement passé de temps à faire ce truc qui a l'air de bien marcher que vous n'avez pas envie de le jeter par la fenêtre. Alors en fait, s'il faut, hein, quand le truc ne va pas, il faut arrêter tout, il faut couper vos pertes et il faut passer à autre chose. Ça, c'est le truc que je n'ai pas fait assez tôt. Alors l'avantage, un peu, c'est que vous pouviez partir, lancer une compil vers 11h, partir déjeuner, revenir pour le café, ça devait être terminé. Ça, c'était le bon point, c'est qu'on pouvait bien, paralyser le temps de travail. Alors, on avait une bibliothèque qui s'appelait Boost Dispatch, qui est jamais allée dans Boost, heureusement, et qui, en gros, je ne sais pas si vous voyez STD Tag Invoke, qui est un truc qui fait un peu comme ça, une espèce de généralisation du tag dispatching. Dites-vous que c'est Tag Invoke, mais avec du carton et des bouts de bois à la place d'un vrai truc. Bref. C'était compliqué. Il y avait des fois où pour aller chercher une fonction, on avait, je ne sais pas, 6 ou 7 couches d'overload à chercher. C'était pas scalable, on va dire, comme on dit dans les vraies boîtes. Bon, donc on a essayé de réfléchir à ce qui n'allait pas. Enfin, comment remplacer ce qui n'allait pas, surtout. Savoir ce qui n'allait pas, on savait. Alors on a décidé un peu de streamliner tout. Donc on a décidé de passer à un modèle où toutes les fonctions sont forcément des callable objects. Donc toutes les fonctions sont des objets fonctions. Alors depuis C++17, c'est génial parce que c'est des inline const expert et il n'y a plus de problème de duplicata, de symboles, machin, c'est de la balle. Et c'est eux qui gèrent tout. Il y a une petite couche de sélection, mais il n'y en a qu'une et c'est toujours la même. Il n'y a plus de macro. Zéro macro. Zéro. Mais du coup, si on n'a que des objets fonctions pour gérer les fonctions, il y a des fois où on est un peu embêté. Parce que par exemple, il y a des fonctions, comme par exemple, on a une fonction, on va la voir tout de suite après, qui s'appelle convert, convertit un wide de float, par exemple, en wide de int. Et naturellement, dans la vieille version, on faisait convert de chevron int w, puis c'était parti. Comment faire quand vous avez que des callable objects? On n'a pas vraiment envie d'avoir un truc avec un template, on n'a pas envie de demander aux gens de faire point opérateur chevron t parenthèse. C'est pas possible. Donc on a découvert que avoir des objets qui ne sont que des boîtes à types, c'était pas mal aussi. On va voir ça un peu comment ça marche. Et on s'est dit, on a des objets fonctions. Alors c'est cool parce que ça nous permet de gérer nos fonctions, mais est-ce qu'on sous-utilise pas la partie objet de fonction objet? Donc on a vu qu'on pouvait ajouter des API rigolotes en continuant à brasser le fait qu'on avait des objets. Donc on pouvait leur mettre des membres. Et l'autre truc qui est cool et que je vois peut-être pas assez souvent utilisé, alors peut-être parce que les gens n'y pensent pas, ou peut-être que c'est une mauvaise idée, vous me direz, c'est d'avoir des choses qui sont des fonctions, mais qui prennent ces callables en paramètres
et qui en régénèrent d'autres en modifiant légèrement leur sémantique. En ayant des fonctions d'ordre supérieur qui vont modifier le comportement de vos fonctions. Alors, on va regarder ça un petit peu dans le désordre. On va parler d'abord des trucs simples, les types comme paramètres. Donc, voilà un exemple classique. Je veux convertir un registre SIMD vers un autre type, ou je veux faire un équivalent de bitcast. Bitcast en SIMD, c'est de la balle. Ça vous permet de faire des tricks de la mort. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'a plus la possibilité de faire convert de chevrons de T. Donc, on a un objet bête et méchant qui s'appelle as de T. Il contient le type qu'on lui passe en paramètre. Là, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y avait pas la place. Il y a aussi un petit bout de ctad pour pouvoir l'utiliser avec un paramétrage. Et on peut aussi avoir des objets prédéfinis, là, comme double underscore, single underscore, qui sont ni plus ni moins que des instances prémâchées de, vous voyez, as double, as float, as in, tout ce qu'on veut. Et comment on s'en sert? On va s'en servir comme un paramètre normal. Donc, soit on fait un as chevron, le type qui nous intéresse, et on l'instancie, parce qu'il y a des cas où on a le type plus qu'autre chose, donc on va le mettre dedans. Mais il y a des fois où on a un objet qui a le bon type, donc on va pouvoir dire, je veux caster W dans le même type que X. Donc, je veux le caster as X. Ou bien, on peut utiliser les types préfets. Je veux convertir X en flottant de simple précision. Alors ça, on s'est aperçu que c'était plutôt pratique. Les gens comprennent vite. Et ça coûte un bon rien. Là, ces objets vides, inline const expert, je pense qu'ils laissent à peu près 0 trace partout. Et ça nous donne un truc sympathique aussi au niveau implémentation, c'est qu'on a une surcharge simple pour gérer, parce que c'est un paramètre, au sens paramètre de fonction. Et c'est facile du coup de surcharger les fonctions là-dessus, plutôt que d'avoir un template qui n'est pas déduit, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien. On a trouvé ça assez cool. Et c'est un effort minime, c'est 2 lignes. Donc après, il y a eu l'ajout d'API supplémentaires sur les objets fonctions, parce que c'est des objets, et c'est bête qu'il n'ait qu'un opérateur parenthèse. Alors en SIMD, il y a un truc assez récent qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des opérations qui sont masquées de manière conditionnelle. Vous pouvez passer un tas de flags booléens pour dire en fait, à cet endroit, je n'ai pas envie de faire le calcul, je veux que tu mettes alors soit la valeur d'avant, soit une valeur de remplacement, ou soit 0 à la place. Et du coup, on avait le choix entre dire, est-ce qu'on va faire toutes les fonctions en mode, je rajoute un paramètre qui est le booléen, enfin, le registre vectoriel de booléen, ou est-ce qu'on essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus élégant, parce que le problème de rajouter un paramètre, ça implique que si vous vouliez, par exemple, passer un objet fonction env à un algorithme type STL ou un truc à nous, dans lequel vous passiez le bel objet directement, vous étiez cuit avec la version conditionnelle parce qu'elle prenait un paramètre de trop. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'en gros, on allait surcharger l'opérateur crochet sur les opérations, sur les objets fonctions. L'opérateur crochet, il prend ce qu'on appelle, nous, une logical value, on a un concept pour ça, qui est en gros soit un booléen, soit un vecteur de pseudo-booléen. Et qu'est-ce que fait cet opérateur crochet? Il régénère une autre version de l'objet fonction qui va se rappeler du conditionnel et qui va ensuite avoir un nombre normal de paramètres. Puis derrière, c'est géré pour que les appels se fassent correctement. Au niveau implémentation de l'autre côté, oui, nous, on va surcharger des fonctions avec 3 paramètres. Et pour l'utilisateur, il va avoir le droit, par exemple, de passer A de crochet A inférieur à B comme un objet fonction autonome à un algorithme. Et du coup, je vais bien pouvoir passer la fonction addition conditionnelle sous cette condition en paramètre à un algorithme. Et en fait, une fois qu'on a ça, c'est la fête, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire avec ces conditionnels, comme par exemple avoir des conditionnels qu'on appelle des conditionnels relatifs, parce qu'ils dépendent de la position dans le vecteur. Et par exemple, on peut dire, voilà, je fais C fois B, sauf sur les 2 premiers, où je laisse la valeur de C. Et du coup, c'est plutôt pratique, parce que on emballe, comment dire, l'information que c'est conditionnel dans la fonction. Parce qu'en fait, être une fonction conditionnelle, c'est une modification de la sémantique de la fonction. Ça n'a rien à faire dans les arguments. Mon point de vue personnel, enfin, notre point de vue collégial. Et en fait, ça passe bien. Ça passe bien. Et après, il y a 2-3 petites bidouilles classiques pour éviter de faire crochet de crochet. Ça, on n'a pas le droit. Et on a aussi une syntaxe un peu plus compliquée. Parce que, par exemple, si vous vouliez faire A de A inférieur à B, c'est plus 4, sinon c'est 18. D'accord.
on peut faire un truc du genre add, crochet, if, underscore a inférieur à b, point else, parenthèse 8. On peut faire des trucs comme ça. OK. Bon. Ça, c'est un truc qu'on a trouvé cool parce qu'effectivement, on s'est dit on peut rajouter de l'information dans la fonction et c'est normal que ça fasse partie de l'interface de l'objet fonction. Ça, c'était rigolo. Et après, l'autre truc qu'on s'est dit, mais les objets fonctions, c'est des fonctions, mais c'est des objets. Donc, si c'est des objets, je peux les passer en paramètres à d'autres fonctions. Alors, le truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en SIMD, on a plein de trade-offs à considérer. Je vais prendre un exemple très bête. Prenez la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, vous avez le choix. Vous en avez une qui est très rapide sur la plupart des archis. Par contre, vous avez à peu près la moitié des bits de précision en flottant qui sont là, à peu près. Des fois, ça suffit, parce que quand vous faites de la racine carrée pour faire, je ne sais pas, des calculs de triangulation ou de texture, que votre racine carrée de 2, ça soit 1,41,41 au lieu que ça soit 1,41,41,5,24, c'est pas très grave. Hein. Le pixel, au lieu d'être rouge, il sera rouge clair. Hein. Mais parfois, des fois, vous avez vraiment envie d'avoir la full précision sur les 23 ou 51 bits 52 bits de mantis. Et ça, c'est un peu plus lent, parce qu'il faut calculer la racine rapide, et puis il faut faire un rattrapage de précision. Donc, il y a une perte en vitesse. Ou alors, vous voulez avoir exactement le même comportement que, disons, par exemple, la version du standard. Alors, les mêmes résultats partout, y compris dans les cas chelous de NAND, ENF, etc. Et là, en général, ça va coûter très cher, ça va être beaucoup plus lent. Et en fait, quand on y réfléchit, il n'y a aucune raison qu'il y ait une version qui soit vraiment privilégiée par rapport aux autres, et il n'y a aucune raison pour dire aux gens, ah ben, il n'y a pas de chance, vous n'avez pas la version standard, ou alors, ben, vous n'avez pas de chance, comment ça s'appelle vous n'allez pas avoir la version rapide. Alors, je vais rembobiner pour la question de Stéphanie. Pourquoi je ne passe pas le prédicat en argument? Parce que sinon, en fait, par exemple, comme ça, add, c'est un objet fonction. Donc, par exemple, je pourrais le passer à un algorithme qui traite des données de manière vectorielle. Parce que je peux le passer comme ça. Mais le problème, c'est que, par exemple, si je le passe à transform, il va attendre une fonction à 2 paramètres. A plus B. Et du coup, c'est compliqué de dire, ah, mais ce que je veux appliquer avec mon algorithme, c'est add, mais seulement dans ce cas-là. Il faudrait que je fasse une lambda qui prend la conditionnelle et qui fasse le truc. Là, en fait, en agrégeant la conditionnelle sur la fonction, ça nous permet de régénérer un autre objet fonction qui va se comporter en termes d'interface exactement comme l'original et avoir le même nombre d'arguments. C'est un des objectifs principaux, c'est que comment ça s'appelle, l'information de conditionnalité, c'est un mot ça, l'information que l'opération est conditionnelle, on considère que c'est une information de sémantique de la fonction et que donc c'est quelque chose qui modifie l'objet fonction. Alors c'est un choix qu'on a fait, on pourra en discuter, hein, voilà. Mais ça nous permet comme ça d'avoir des choses compactes. Là, ce que je ne vais pas montrer, par exemple, c'est que vous pouvez très bien écrire auto-CA égale add de crochet A inférieur à B et utiliser CA comme un objet fonction autant de fois que vous voulez. C'est un vrai objet que ça génère. Alors Fred, il va falloir que tu fasses ta magie, parce qu'il me reste 10 minutes. Et donc, du coup, si je reprends la suite, elle est évaluée de manière paresseuse. Serge. Je reprends mes histoires là. Donc, du coup, on peut avoir des objets, des fonctions, pardon, qui vont prendre des objets et fonctions en paramètres et leur faire quelque chose. Alors, du coup, pour revenir sur cette histoire de trade-off, le choix qu'on a fait, c'est de dire qu'en gros, on allait avoir une fonction, pour reprendre mon exemple racine carrée, qui allait être à peu près celle que les gens ont l'habitude, c'est-à-dire elle est rapide et elle a une précision correcte. Mais par contre, on va pouvoir décider que là, pour le coup, dans mon algo, je n'ai pas besoin d'avoir toute la précision, je voudrais avoir la version Raleigh-Paquette. Ou je voudrais avoir la version hyper précise. Ou je voudrais avoir la version qui ne gère pas les NaN, ou que sais-je. Et donc, on a une petite armada d'objets fonctions qui prennent des callables en paramètres et qui vont, alors pour certains, juste les envelopper dans une lambda qui va juste faire l'appel et rajouter un truc pour nous dire quelle est la version qu'on veut, ou dans certains cas, pour les décorateurs, on appelle ça des décorateurs, dans le cas où les décorateurs sont combinables, de faire un truc sur lequel on peut rajouter un autre déclarateur. Et en gros, l'idée, c'est de juste prendre le paramètre, l'emballer dans une lambda et de renvoyer ça comme si de rien n'était. Ce qui nous permet d'avoir un truc qui ressemble à ça. Alors voilà, j'ai des wide. Alors je peux appeler exponentielle de x, ben, ça fera l'exponentielle avec les choix qu'on a fait. Alors je ne sais plus, Jean-Thierry, tu me diras, mais je crois que le x de base, il fait ce qu'il peut, il va vite, il ne gère pas trop de cas particuliers. Et par exemple, il y a d'autres trucs que je peux faire. Par exemple, il y a des additions saturées en vectoriel. Donc on va pouvoir demander le saturé de add. Appliqué sur BC. Et la même règle, comment ça s'appelle,
la même règle, la même réflexion se pose que pour les crochets. C'est-à-dire que saturate de add, c'est un nouvel objet fonction. Donc, je peux le stocker, je peux le passer à un algo, etc., etc. On a pédantique qui rajoute des cas spéciaux. Alors, c'est souvent pour les nan ou pour les infinis, des normaux, des choses que d'habitude on n'a pas, mais que peut-être on va avoir besoin de gérer. On a numérique qui, lui, c'est un peu c'est le miroir de pédantique. Ça fait tout comme il faut, mais on considère que les nan, ça n'existe pas. Je ne les gère pas. D'accord. Et raw, cru, comme le lait, voilà. Raw de SQRT, c'est SQRT, ras le métal, qui fait aucun test, qui fait que dalle, ça appelle intrinsèque et merci d'être venu. Et on en a qui sont combinables. Alors on a diff, quelque chose qu'on a rajouté il n'y a pas longtemps, et qui est la chose suivante, qui va calculer, en fait, il va transformer votre fonction en la fonction qui évalue sa dérivée numérique, d'accord, par rapport à ses paramètres. Et des fois, on a envie d'avoir la dérivée numérique, certes, mais en plus dans le cas où on sait que la version est pédantique. Donc, on peut les combiner. Alors, petite question intéressante de Guillaume. Pourquoi on n'a pas utilisé crochet? Alors, ça, c'est un choix. C'est qu'on voulait avoir comment appeler ça, des sous-API d'objets fonctions qui soient bien discriminantes. On a décidé que crochet, c'était pour les conditionnels, parce que ça se collait bien. Et effectivement, on aurait pu se dire, je fais crochet de saturated. Mais alors après, la question, c'était un problème de qualité d'implémentation et de complexité d'implémentation. C'est que qu'est-ce qui se passe le jour où tu vas vouloir faire une addition saturée conditionnelle? Est-ce que c'est crochet A inférieur à B, virgule saturé, avec tout le désastre mental qu'implique d'avoir un opérateur virgule dans crochet, ou est-ce que c'est l'inverse? Là, le choix qu'on a, c'est que on applique avec crochet les conditionnels s'il y en a besoin, d'accord, ou pas, et c'est le résultat de tout ça qui est décorable. Donc, si tu veux faire la version saturée de l'addition, c'est saturated de, entre parenthèses, add, crochet le truc, et le tout, parenthèse XY. C'est un choix qu'on a fait pour, nous simplifier, nous, l'implémentation, parce que sinon, il aurait fallu qu'on gère toutes les combinaisons d'ordre. Alors, conditionnel, décorateur. Alors, quand il y avait 2 décorateurs plus une conditionnelle, ça dégénère. Le pipe, on y a pensé. On y a aussi pensé au pipe. Et c'est pareil, ça impliquait d'avoir des choses qui étaient trop compliquées pour gérer juste ça. Et là, en gros, on a essayé. Alors, ça, c'est un truc qu'on a appris, que j'ai appris aussi personnellement. C'est que des fois, en fait, le truc bête, ça suffit. On y a pensé à pipe. Le problème de pipe, c'est que ça rendait compliqué l'interaction avec les booléens scalaires. Parce que du coup, sur bool, je ne peux pas trop mettre grand-chose. Donc, ça obligeait les gens de forcément mettre leur conditionnel dans un type bizarre. Et ce n'était pas forcément, comment dire, bien mieux. Mais on y a pensé. On y a aussi pensé pour les décorateurs. Voilà. Alors, saturated de A plus C, le problème, c'est que quand tu as fait A plus C, c'est trop tard. Tu as déjà fait ton addition. Saturated, c'est vraiment une propriété de l'opération et tu le fais avant d'évaluer tes paramètres. Et après, il y a aussi cette histoire, c'est qu'on voulait... Alors, je vais dire ça maintenant et vous aurez le droit de me lancer des tomates dans 5 slides. Oui, il y a aussi le problème qu'après, sinon, il y a trop de syntaxe pour l'utilisateur et ça les perturbe. L'utilisateur, il est facilement perturbé. Il faut le garder dans un état de tranquillité relative. Alors, après, c'est des choses sur lesquelles on a convergé, on a discuté pas mal de temps. On a fait... là, ça, c'est le résultat de... Je pense que ça doit être la 4e ou la 5e version de cette API-là. Avant, on en avait d'autres et ça ne marchait pas, ou c'était pas bien implémentable, ou on loupait des opportunités d'optimisation. En fait, souvent, ce qu'on s'apercevait, c'est que l'idée était bien, mais il y avait un cas qui était super important parce qu'il y avait une large partie d'instructions, de jeux d'instructions avec des optimisations qu'on ne pouvait pas capturer. Et donc, on est revenu un peu en arrière, enfin, on a changé. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Moi, j'aime bien parce que ça sépare bien les informations de ça, c'est la fonction, ça, c'est le truc. Peut-être que d'ici 6 mois, on aura changé d'avis. Jean-Thierry va me tuer. Mais pour l'instant, on est assez content de cette version-là. Et c'est facile aussi derrière. L'autre chose aussi qui est cool, c'est que ça nous économise des noms. Parce qu'un autre truc qu'on aurait pu nous dire, c'est pourquoi vous n'avez pas plus simplement saturated add, saturated underscore add, pedantic underscore x, etc. Il y a des fonctions, elles ont 5 ou 6 décorateurs différents. Pour plein de raisons. Et on se voyait mal d'avoir 5 ou 6 variantes de exp à supporter, à répliquer, etc. Et
l'idée, c'était de pouvoir avoir un truc qui soit combinable un peu. Et puis, le jour où on a décidé de... Comment ça s'appelle j'ai oublié. On a décidé de ce choix-là. C'est parce qu'en fait, aussi, l'implémentation était triviale. Mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Alors oui, c'est div de pédantique de X, parce qu'en fait, les décorateurs reconnaissent soit des callables, soit des décorateurs. Et donc, les chaînages de décorateurs se font avant de s'appliquer sur l'objet fonction. C'est pareil, c'est un choix. On aurait pu faire autrement. Mais ça nous évite de devoir faire des trucs casse-pipe à base de « Ah, mais ça, en fait, ça me renvoie une lambda. Comment voulez-vous que je sache qu'est-ce que c'est ?» Alors ensuite, il y a eu la vraie viande. Serge, je répondrai à ta question après parce qu'elle est un peu longue, la réponse. Si vous prenez un truc aussi bête que add, et vous regardez juste x86, vous avez à peu près 30 intrinsèques, c'est dur à dire, 30 intrinsèques, voilà, rien que pour faire A plus B. Bon. Et ça dépend du type, ça dépend de l'archi, ça dépend de plein de trucs. Et donc, on voulait avoir un système scalable. Alors, scalable en termes de code qu'on écrit nous, et scalable en termes de temps de compile, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais c'est important le temps de compile. Voilà, il m'a fallu 10 ans pour comprendre. Donc, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir des choses qui soient bien en couche. Donc, l'idée, c'était de dire, on va se donner un outil qui détecte les instructions, les jeux d'instructions SIMD sous forme de threads. Alors, ça, c'est un truc que j'ai déjà présenté. À un moment donné, on fait ça avec une autre bibliothèque qui s'appelle Spy, qui en fait fait l'équivalent de Boost Predef, mais ça vous donne des objets constexpert. Donc vous pouvez les coller dans des if constext. Donc ça, c'est fastoche. Par contre, après, il a fallu qu'on décide comment je sais quelle est la forme de l'architecture qui m'intéresse. Donc ça, on a utilisé des concepts. Alors je pense qu'on les a utilisés d'une manière dégueulasse, vous me direz, mais ça marche. Et une fois qu'on a décidé de quelle architecture on allait traiter, on a utilisé if constexpert de manière relativement laxiste, avec un système de catégorisation à base d'enum classes pour savoir de quel type on parlait et de quel intrinsèque on allait avoir besoin. Alors, quelle tête ça prend? Alors, l'idée repose sur la définition d'un truc que nous, on appelle l'ABI SIMD, alors, qui est très certainement un mauvais nom. Mais en gros, chaque architecture SIMD, ouais, vers la fin, ça va vite. La plupart des architectures SIMD, elles sont discriminées par la taille de leur registre. Vous avez des jeux d'instructions à 128 bits, d'autres à 256, d'autres à 512. Et elles sont souvent liées à une famille architecturale de type x86, ARM, PowerPC. Donc on définit une ABI SIMD comme étant une combo de ces trucs-là. Par exemple, on a l'ABI x86-256, c'est les registres SIMD de x86 qui font 256 bits. Et ces types-là, il y en a plein. Il y a tous les types 256 bits de x86. MM256, 256D, 256I, et j'en passe. Et toutes les ABI d'une même famille architecturale, donc on a x86 228, x86 256, etc., modèle un concept qui dit je suis une ABI x86, ou je suis une ABI ARM, ou je suis une ABI PowerPC. Et on va se servir de ça pour faire un peu une espèce de, vous savez, d'élagage d'arbres, en disant mais déjà dans quelle grande famille tu te places. Et ça, on le fait en un seul coup, en utilisant le système de surcharge par concept. Et une fois qu'on a décidé qu'on était dans la famille x86 ABI, on va voir ce qu'on fait. En gros, on a un trait qui va nous calculer à partir de la combo type plus cardinal de quelle ABI on parle. On a une ABI spéciale pour définir les ABI qui sont émulées ou pseudo-émulées. Alors, chose dont je n'ai pas parlé, si je prends par exemple x86 256, j'ai 256 bits. Donc, par exemple, mes doubles, je ne peux pas en avoir plus de 4 dans mes wide. Par contre, nous, on supporte le fait de pouvoir dire j'ai un wide de 8. Quelle que soit votre architecture. Et quand la taille du registre que vous demandez dépasse ce que gère le système, en fait, on va en agréger 2 ou 4 ou 8 et on va faire semblant. Donc, on a besoin de savoir si on est dans ce cas-là. Autre chose qu'on gère, vous avez 4 flottes en SSE2, par exemple, et vous avez besoin, pour des raisons algorithmiques, d'avoir des wide de 2 flottes. Mais on gère aussi. Et nous, en interne, on sait qu'en fait, on va quand même le ranger dans un flotte de 4 où on va faire semblant de ne pas regarder la moitié. Donc tout ça, il faut aussi qu'on le gère et on a un concept qui dit je suis une ABI qu'on appelle non native, c'est-à-dire que je suis géré, mais je ne suis pas dans les grandes familles. Et ensuite, on va
massivement overloader sur ces informations-là. Et ça diminue drastiquement le nombre de surcharges à gérer et ça améliore d'autant le temps de compil. Donc voilà un peu, c'est vraiment bête comme chou. La métafonction ABIOF, c'est une fonction constéval, prend le type, elle prend le cardinal, elle calcule ce qu'on appelle la largeur, en gros c'est le cardinal fois le size of du type. Elle regarde dans quelle grosse famille elle est, avec SPY, hein, est-ce que je suis en x86, est-ce que je suis en ARM, est-ce que je suis en PowerPC, et elle regarde la largeur, et en fonction de la largeur, elle déduit l'ABI. Ça c'est trivial. Et en gros, ABIOF, on l'utilise dans un deck type pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le truc. Et le résultat de cette métafonction, c'est ce qu'on va remettre dans le paramètre magique dont je n'ai pas parlé au début de wide, qui est un paramètre par défaut qui va contenir l'ABI du registre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut écrire du code comme ça. Je fais add pour les ABI x86. Je fais add pour les ABI ARM. Je fais add pour les ABI Power. Et puis j'ai un ARM potentiellement pour les ABI non natifs. Alors en général, les ABI non natifs, ça se termine vite. On va se demander est-ce que c'est des agrégats ou est-ce que c'est des émulations. Et je passe dans un algorithme qui va soit répéter k fois, c'est aggregate, soit qui va appliquer sur tous les petits morceaux scalaires. Et, j'ai même pas fait exprès, comme toutes les fonctions qui appliquent une fonction sur une séquence, il s'appelle map. Voilà, juste pour le dire. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est cool parce qu'en gros, ça réduit le nombre d'overloads et le compile time d'à peu près un facteur 3. À peu près. Moi, j'ai mesuré sur des vrais trucs. C'est à peu près le facteur qu'on a. On gagne un facteur 3 en temps de compile en faisant cette séparation-là. Et là, vraiment, le MVP, c'est les concepts. C'est vraiment le truc qui nous a sauvé les niches. Donc, on peut comme ça déjà, paf, éclater en 3 et on n'a plus qu'à répondre à qu'est-ce qui se passe quand on est en x86. Alors, comment on fait? Même si j'ai une ABI bien fixée, genre je suis en x86, et oui, Serge, on a l'émulation scalaire gratuite, j'ai SSE, j'ai SSE2, j'ai SSE3, j'ai SSE3, j'en ai plein. D'accord. Si vous voulez pleurer, allez voir le Intel Intrinsic Guide, tapez sub, par exemple, et regardez le nombre de trucs qui sortent. Et il y a plein de choses qui vont dépendre. Il y a le type, la microarchitecture, etc. Et il faut savoir qu'est-ce que je fais. Et je dois le faire de manière optimale, parce que je n'ai pas envie de générer du code qui ne sert à rien. Et alors, des fois, c'est fastoche. Alors, moi, mes deux favoris, c'est PowerPC, parce que PowerPC, ils ont compris que les intrinsiques, ce n'était pas la peine de coller le nom du type sur lequel ça s'appliquait dessus. Donc, toutes les implémentations PowerPC, c'est genre return vec trucmuche. Voilà, c'est fini. ARM, ils n'ont pas compris, mais ils ont compris que c'était bien que quand on avait une fonction, si elle pouvait être pour tous les types, c'était bien. Donc, c'est cool. Et puis, il y a x86, hein, qui suce des cailloux dans le coin de la cour d'école. Qui lui, en fait, il a oublié que des fois, il y avait des fonctions sur certains types, ça serait bien, mais on ne les a pas. Ou alors, elles font un truc, mais c'est parce que tu penses, etc. etc. x86, c'est cool. Si vous aimez les Lego, c'est l'équivalent de dire, vous avez le modèle de l'étoile noire, et vous avez que des duplos, donc vous en avez autant que vous voulez. Hein. Mais il faut arriver à faire l'étoile noire avec. C'est à peu près ça. C'est comment dire? C'est voilà. Le Rubik's Cube à côté, c'est fastoche. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà sélectionné l'ABI. Donc, en fait, on a déjà réduit le truc d'un facteur 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser encore une fois SPY pour savoir dans quelle micro-jeu d'instruction on est. On va avoir une fonction qui va prendre le type du wide et nous dire, ce truc-là, ça contient, par exemple, c'est des flottants 64 bits et ils ne sont pas paquets de 8. Et on a une enum classe, qui n'est pas trop grosse, qui catégorise tous les types possibles qu'on peut avoir dans toutes les architectures. C'est le point un peu faible du design, c'est-à-dire que si jamais demain on a prions Seigneur que ça n'arrive jamais, une extension vectorielle avec des registres 1024 bits, il va falloir ajouter des trucs dans les num. Bon, on vivra avec. Et en fait, une fois qu'on a ça, c'est trivial. La majorité de nos fonctions, ça commence par dire je catégorise le wide et j'ai un réseau de ifconst expert qui va énumérer de manière exhaustive tous les cas possibles pour une fonction donnée. Donc, en fait, on a éliminé toutes les surcharges de fonctions qu'on faisait avant sur le type et le cardinal et le truc pour avoir une seule surcharge sur l'ABI suivie d'un truc comme ça. Donc, je suis dans mon add de x86, je récupère la catégorie de mon type. Et donc, du coup, est-ce que c'est un truc où j'ai 8 flottants 64 bits? Dans ce cas-là, c'est MM512 ADPD. Sinon, c'est le 256, etc. Tac, 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 tac. Et des fois, c'est subtil. Les choses n'existent que si
cette fois-ci ce qu'on appelle l'API courante, c'est-à-dire la sous-saveur de SIMD, est supérieure à une certaine version. Typiquement, par exemple, les additions sur les entiers 256 bits, vous les avez, comment ça s'appelle vous les avez que à partir de l'X2. Alors, on pourrait regarder ça et se dire, ça a l'air dramatique, parce qu'en gros, le truc, il va descendre, et puis est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là? Ça a l'air d'être linéaire. C'est linéaire. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça, c'était plus rapide que le nombre équivalent de surcharge de fonction par type. C'est-à-dire qu'entre avoir ça et avoir, je ne sais pas combien, il doit y en avoir 30 à peu près pour add, et avoir une trentaine de surcharges à base de... Alors, est-ce que c'est float 8, est-ce que c'est float 4, est-ce que c'est float 2, etc. C'est dramatiquement plus rapide. Sachant que des fois, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que vous allez avoir les deux flottants, souvent, et après les entiers, c'est un seul intrinsèque. Et en gros, votre truc de ifconstexpert, vous en avez 4 et c'est fini. Alors, un truc en haut de n, quand n vaut 4, ça va. On va considérer que... voilà. Et oui, en plus, comme le dit Ronan, c'est mémorisable. Voilà. De toute façon, c'est très simple. Ça, plus les concepts, ça a divisé notre temps de compile par 3. Donc, on en déduit que c'est mieux que les surcharges. Alors, normalement, c'est là où j'aurais dû mettre le slide avec les rules of shield, et j'ai oublié. Et en fait, quand on regarde les rules of shield, qui sont en fait une espèce de règles empiriques de classement du compile time de différents systèmes, on est bon. On est dans l'endroit où ça coûte pas cher. Alors, moi, ce que j'aimerais avoir, hein, je sais que c'est pas, voilà, mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un constexpert switch qui ferait ça, d'accord, mais peut-être en haut de log n ou en haut de 1 ou je sais pas. Alors après, je pose la question de la lisibilité, c'est ce que pose un peu la question de Stéphanie. Moi, je considère que c'est plus facile à lire aussi. Parce qu'en gros, on a une espèce de mapping qui est trivial. Alors, j'ai certaines de mes ou du pattern matching, oui. Exactement, oui. J'ai un de mes contributeurs qui, à chaque fois qu'il voit quand j'écris ça, il lève les bras au ciel. Et je dis, mais tu vois, parce que comme ça, je lis comme ça, je cherche et je trouve. Ouais, bon, voilà. C'est peut-être un goût personnel aussi. Mais à l'usage, c'est OK, en fait. Voilà, c'est OK. Martin, elle est très certainement me sortir le rule of shield, c'est ça. Voilà. Merci, Martin. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe les callable objects, c'est de la balle, mangez-en. Si vous ne pouvez pas manger, mangez-en quand même. Ça simplifie drastiquement la gestion des surcharges, etc. Vous avez un objet, vous rentrez dedans et vous pouvez faire des trucs. Oui, c'est pour ça que j'ai dit j'aurais dû le mettre. C'est pas forcément quelque chose que les gens connaissent. C'est vachement agréable parce que ça vous ouvre des portes sur les formes de votre API. Voilà, on a fait un truc avec Crochet. Au début, on trouvait ça cute et peut-être que c'était naze, mais en fait, au final, c'est pas mal. On a d'autres trucs dans les tuyaux. Il y a quelque chose qu'on a envie d'avoir et on est encore en train de tourner un peu autour de l'API qu'on veut donner. Et j'aimerais pouvoir faire un truc qui est de dire if constexpert, par exemple, je sais pas, log point is in domaine de x pour me dire en gros si x est dans le domaine viable de la fonction log, c'est-à-dire est-ce que je peux appeler log dessus sans que j'ai des désastres numériques. On aimerait pouvoir faire des choses comme ça. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça doit être des membres de l'objet fonction, est-ce que ça doit être une fonction externe, et on veut pouvoir faire domaine of log ou des choses comme ça pour récupérer ces informations-là qui sont des espèces de méta-informations sur les fonctions. Et souvent, effectivement, on a, même nous en interne, on a souvent des cas où on dit ah ben, si ma valeur d'entrée elle a telle propriété, j'ai un algo fastoche et sinon je dois faire un algo compliqué. Et on aimerait bien pouvoir avoir une abstraction de ces choses-là. Les noms, c'est un tout petit espace de design en fait. Très vite, vous n'en avez plus. Et c'est pour ça que, comment ça s'appelle, les trucs du genre pedantic underscore cos et tout ça, on n'en voulait pas parce que ça sentait l'artificialité et puis ça faisait des noms moches. Et du coup, on a conservé un cœur de nommage faible. Et par contre, on a remplacé ça par des choses qui sont beaucoup plus combinables. Et le truc où on pensait avoir été malin et en fait, on n'était pas, c'était l'ancien système de dispatch qui était un désastre sans nom. Et en fait, non, là, on a un truc bête. D'accord. Alors, j'ai menti, on a une macro. En fait, la macro, elle déplie du code qu'on n'a pas envie d'écrire à la main et elle fait rien d'autre. Les autres macros, il y avait de la logique dedans. Et c'est tout. Et une fois qu'on en est là, tout le reste, c'est des fonctions ou tout le reste, c'est des structures et on n'a pas de couches et de couches de trucs. Le gros machin qui nous a aidé, c'est ifconstexpert et les concepts. Alors, ces deux trucs-là, si on les avait pas, je pense que je serais allé faire du fromage ailleurs. Oui. C'est
énorme ce qu'on peut faire avec ça en étant un peu créatif. Et le coup, par exemple, de Categorize, qui nous permet d'avoir des informations qu'on va pouvoir juste mapper comme ça linéairement, c'est vachement agréable. Et c'est un truc sur lequel, en fait, on n'y pense pas parce que on oublie qu'on peut faire ça avec les fonctions d'ordre supérieur, c'est vachement bien parce que ça limite le nombre de noms à trouver. Et en fait, une fois que vous avez dressé vos utilisateurs à les utiliser, pour eux, c'est normal. Augmenter le fait que vous avez un objet dans votre fonction objet pour lui dire de faire d'autres trucs que juste faire la fonction, c'est pas mal. Nous, ça nous a donné des bons résultats. On a bien apprécié ce qu'on était capable de faire avec. Je regarde du coin de l'œil STD Tag Invoke, qui est censé répondre aux problématiques qu'on a. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on va changer pour Tag Invoke ou une variante. Il y a des choses qui ne me plaisent pas dans le design. Mais peut-être qu'en fait, ça sera ce qu'on fera. Et un des gros trucs qu'on s'est dit avec la réécriture, c'est que si on pouvait avoir un truc dans le standard qui le fait, on le prend et on se pose pas de questions. Mais pour l'instant, de ce que j'ai lu de la propale de Tag Invoke, il y a des choses qui ne sont pas... elles sont pas keep it stupid simple et je pense que ça va poser des problèmes à un moment donné. Et il y a d'autres API qu'on a essayé de construire de manière intelligente et sur lesquels on a réussi à trouver des trucs. Le truc qu'on peut faire avec les registres SIMD, c'est les mélanger. Alors, en fonction de si vous avez l'habitude de faire des shaders ou pas, vous pouvez connaître ce truc-là sous le nom de faire du swizzle. Hein. Vous allez bouger les valeurs dans votre petit tableau. Et en gros, ces trucs-là, c'est vachement intéressant parce que les swizzle SIMD, ça permet de remplacer des accès mémoire complexes par du calcul. Et tout ce qui transforme des accès mémoire en calcul, c'est bon pour ce que vous avez parce que ça augmente votre densité arithmétique et le gain potentiel parallèle que vous allez pouvoir avoir sur votre code, il va augmenter. Le problème des swizzle, c'est qu'il y en a qui sont triviaux, il y en a qui ne sont pas triviaux. Et ce qui est jamais trivial sur certaines extensions SIMD, c'est comment faire un swizzle donné de manière optimale. Alors, on va tous regarder, enfin, je regarde de biais dans la direction générale de SSE2, mais il y a des cas où, par exemple, vous avez un swizzle général, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'instruction qui le fait. Par contre, elle a une certaine latence. Et vous avez des mélanges qui sont fondamentaux, comme par exemple ce que ARM appelle le zip et le unzip. Donc, unzip, c'est vous avez un registre qui fait A1, B2, A1, B2, C3, D4. Et ce que vous voulez, c'est deux registres, ABCD, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que vous avez désinterlacé deux jeux de valeurs. Ou l'inverse, le zip, qui les réinterlace. Ça, c'est un truc qui est super important parce que ça vous permet de faire des transformations de tableau de structure vers structure de tableau en faisant du calcul. Et la quasi-totalité, si c'est la totalité des jeux d'instruction SIMD, ont un intrinsèque dédié à ce cas-là et qui a une latence qui est bien inférieure au swizzle généraliste. Donc, ce qui serait cool, c'est de pouvoir laisser les gens exprimer leur swizzle comme ils en ont envie et que nous, derrière, on puisse dire « Attends, mec, mais en fait, ça, c'est zip, en fait, ou c'est broadcast suivi de décalage, des trucs comme ça. » Et l'idée, c'est de pouvoir dire aux gens, vous allez vous dire ce que vous voulez faire, et puis nous, on va faire ce qu'il faut, en fait. Alors, on pourrait faire ça. Très vite, on s'aperçoit que c'est compliqué. En général, on a, si vous prenez par exemple un registre à 2 valeurs, chaque valeur de votre permutation, c'est pas une permutation, de votre mélange, pardon, il y a 3 valeurs possibles. Les 2 index des 2 valeurs et moins 1. Pourquoi ? Parce que la plupart des systèmes vectoriels ont aussi un système qui dit au lieu de mélanger, je mets un 0, arbitrairement. Donc, si vous avez 2 valeurs dans votre registre, vous avez 3 cas possibles. 3 au carré, ça fait 9 swizzle à tenter d'optimiser. Ça se fait linéairement. Maintenant, vous avez un registre à 4 valeurs. Vous avez 5 swizzle possibles par case. Ça vous fait 625 cas à gérer. Alors, 625 versus 9, tout de suite, vous voyez, le machin, il part en cacahuète. Et si je prends par exemple la VIC 512, avec ses registres d'entier 8 bits à 64 valeurs, vous avez donc 65 puissance 64, parce que ma calculatrice Windows me dit que ça fait trop beaucoup. D'accord ? Et là, ce n'est pas possible. Alors, la bonne stratégie, c'est de dire, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les motifs, c'est les patterns. Zip, vous avez une formule analytique qui permet de dire, oui, ça, c'est un zip. Pareil pour broadcast, pareil pour l'identité, pareil pour, je ne sais pas, le broadcast par sous-groupe, tout ce que vous voulez. Et donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas encoder cette découverte des motifs en disant, j'ai un truc qui calcule si oui ou non, ça représente un motif. Je passe tous mes motifs. Je n'en ai pas une infinité des motifs. J'en ai largement moins que 65 puissance 64, et ça devrait aller. Alors, je vous laisse deviner la version qu'on faisait avant.
en pensant que ça allait passer. Bon, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Ça passe pas à l'échelle. Par contre, la version avec les modèles, enfin les motifs, en fait, on s'aperçoit que on peut le faire. Les motifs, il y en a assez peu en fait. Et surtout, c'est qu'on peut les agréger arbitrairement un petit peu. Et ça nous permet en fait d'avoir, actuellement, on doit avoir un peu moins d'une demi-douzaine de motifs détectables. Et ça se gère très bien. Et en gros, l'idée, c'est de dire, est-ce que je veux être parfait? Est-ce que je veux vraiment détecter tous les motifs possibles? Ou en fait, là, ceux qui sont importants, ça suffit. Alors, pour piquer un truc que Victor Zverovic a dit, hein, Victor, c'est le gars qui a pondu, comment ça s'appelle zut, FMT, c'est des formats. D'accord. Merci, Jérémy. On commence à faire du design de bibliothèque pour le compile time. C'est-à-dire qu'on a des choix à faire et il faut le faire afin de le minimiser. Et avoir un truc linéaire plutôt que d'avoir un truc exponentiel en puissance 65, on s'était dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'API? On a un truc comme ça. Soit vous êtes un bon malade et vous passez un pattern. Alors, pattern, c'est un objet, une variable inline context export template, variadique. Hein, je crois que j'ai cassé tous les mots-clés là. Vous pouvez lui passer un mélange arbitraire comme ça, et vous avez une valeur qui s'appelle nul underscore, qui représente la valeur que vous mettez pour dire que vous voulez un 0. Ça marche. C'est pas super portable parce que. Alors, c'est pas que c'est pas super portable. C'est super portable, mais c'est un peu dangereux parce que du coup, ça, quelle que soit la taille de X, ça va vous renvoyer un registre de 4 éléments où il y a ces éléments dedans. Là, ça marche bien parce que le flottant, on a pris un registre de 4. Et si j'avais un registre de 8 flottants, ça me renverrait un registre de 4 avec que les morceaux qui m'intéressent. Alors par contre, des fois, en fait, et ça répond un petit peu indirectement à la question de Serge, en fait, il y a des motifs qu'on peut paramétrer. Et donc, on a une notation qui permet de passer à notre interface de mélange une lambda fonction, alors qu'on est obligé d'emballer dans AsPattern pour des raisons de détection de concept. Et là, cette lambda, elle a deux paramètres, i qui est l'index courant de la position qu'on veut calculer, et c qui est le cardinal du vecteur qu'on est en train de traiter. Et vous faites une fonction à partir de c et de i, ou de l'un ou de l'autre, ou de rien, et vous calculez quel est l'index de l'élément qui doit aller à l'index i. Donc ici, je vois que si i vaut 0, je vais renvoyer cardinal moins 1, donc le premier index, ça sera le dernier, etc. etc. Donc c'est bien exactement la même chose que celui-là, c'est un reverse. Et il y a des motifs qui sont extrêmement importants à faire et qu'on a envie de faire souvent. Et eux, ils ont carrément un objet, inline template pré-moulé qui dit voilà, je veux faire un reverse sur une taille de 4. Et du coup, comment c'est implémenté? Eh bien, en gros, chaque détecteur de motifs, c'est une fonction consteval qui prend le motif avec des i, 3 petits points, et qui fait des maths dessus. Alors, il y en a, c'est facile. Détecter que si l'identité, c'est fastoche, vous foutez tout dans un tableau, puis vous vérifiez que index de i, c'est i. D'accord. Il y en a, c'est plus compliqué. Le broadcast par groupe de cas, je crois que j'ai trouvé la bonne formule avant-hier. Hein. Bref. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est consteval, ça se compile assez vite. D'accord. Et ça laisse assez peu de traces derrière. D'accord. Pour l'utilisateur, c'est cool parce qu'il n'a pas à se rappeler que ah oui, mais attendez, parce que en fait, si je compile sur ARM, zip c'est ça, mais par contre sur x86, zip c'est autre chose. Il zip, il reverse, il met un pattern et nous on se débrouille. Et ça c'est cool parce que du coup ça simplifie le truc. Autre chose qu'on a découvert, vous avez un gain, alors qui est pas, il n'est pas fulgurant, mais vous avez un gain notable. Ouais, exactement. C'était en anglais, j'étais stressé, Serge. Qu'est-ce que je veux dire on a un gain notable, même s'il n'est pas fulgurant, en temps de compile entre une fonction constexpert et une fonction consteval. Je ne sais pas pourquoi, s'il y a des gens qui savent, je suis preneur. Mais actuellement, on a un truc ongoing qui est de repasser sur toutes les fonctions constexpert qu'on a écrites et voir si elles peuvent passer consteval. Et on va conclure. Alors du coup, on va parler chiffres un peu, parce que j'ai dit oui, on a changé des choses, on a fait des machins, mais au final, qu'est-ce que ça représente? À son apogée, si je puis dire, en Boost CMD, c'était à peu près 650 000 lignes de code. Et un test unitaire normal, genre, vous voyez, plus, ça mettait à peu près 10 secondes à... comment ça s'appelle? Ça mettait à peu près 10 secondes à compiler un test unitaire.
Alors, j'ai renormalisé les temps. Je suis allé refaire un peu de trucs parce qu'on a changé aussi depuis le système de compile et de CI, mais j'ai essayé de normaliser les temps de compile. L'API, il y avait des trucs hétérogènes, il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs, les gens se trompaient, comme on a vu. Eve, c'est un peu plus maintenant parce que ça a grossi récemment. Là. On est à 55 000 lignes de code pour à peu près le même jeu de fonctionnalité, je dirais. Le test unitaire de base se compile en 3 secondes, dont 1,5 secondes d'inclure la bibliothèque de test. Alors, le nombre de fichiers, je ne sais pas si ça. Oui, si ça a baissé aussi. Ça a baissé, mais parce qu'en fait, il y a énormément de machinerie qui ne servaient plus à rien. Et pour ceux qui se rappellent du vieux Boost SIMD, on s'est enfin débarrassé du schéma d'inclusion à base de include, Boost SIMD, module, fonction, include, SIMD, architecture, machin. Maintenant, les machins sont plus plats. Il y a plein de fichiers intermédiaires qui ne servaient à rien, qui ont jeté. Ça joue aussi. Et l'API est beaucoup plus simple. Pour nous, les gros hits, c'est if concept expert et concept. Ça a radicalement transformé la manière dont on a structuré la bibliothèque et dont on réfléchit sur l'interface et le design. En fait. Ça ouvre des perspectives qu'on n'aurait pas eues sinon. Un truc très bête, le coût du masquage relatif, là, le ignore first, tout ça, là. En fait, il y a deux concepts pour ces trucs-là. Les conditionnels normales, c'est ce qu'on appelle des conditionnels expression, et on a des relatifs conditionnels expression. Et en fait, on a les deux concepts, on a deux overloads triviaux. Il y a 2-3 endroits où on a des if concept expert pour les différencier, et c'est terminé. Donc ça a été vraiment, vraiment un gros truc. Alors, je reste persuadé qu'on n'est pas dans la canonicité de l'utilisation qu'on fait des concepts. On a pas mal de concepts où on triche parce qu'en fait, derrière, c'est un trait parce que c'était beaucoup plus facile à implémenter. Le gros classique, par exemple, c'est SIMD value, qui est le concept qui dit que c'est un truc que je peux passer à des intrinsèques SIMD. Alors, bien évidemment, on aurait pu l'écrire de manière canonique hyper propre en disant que c'est un type que je peux passer à MMAD, à MMAD, à MMAD, et le machin faisait 300 km. En fait, le concept SIMD value, il vérifie que le cardinal du type, c'est pas scalar cardinal. Voilà. C'est tout ce qu'il fait. Je pense qu'on pourrait l'écrire mieux, mais ça fait le job. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Et ça marche. Et pareil, if const expert, il y aura un truc à faire, il y aura un jeu à faire, c'est compter le nombre de fichiers où il n'y a pas if const expert. Et je pense qu'à part le fichier central où il y a tous les includes intéressants, il y en a au moins un par fichier. Alors, je ne sais pas si c'est good practice, bad practice, bof practice, mais il y a énormément de trucs où en fait on débarque et on fait ouais, ben, en fait on va faire un if const expert parce qu'on a l'info et c'est parti. Et ces deux trucs à eux tout seuls, ça a complètement ravagé le design. Et on a vraiment tout réécrit autour de ces deux trucs-là. Et en fait, pour l'instant, touchons du Formica, on est vachement mieux qu'avant. Bon, pour conclure, voilà. Comment ça s'appelle c'est un design qui a duré 15 ans, avec des hauts, des bas, des arrêts, des reprises, sur des cibles mouvantes, à la fois au niveau software et hardware. Entre le moment où on a démarré, où j'avais démarré mon petit stage de DEA, ça s'appelait un DEA à l'époque, tout le monde sait quel âge j'ai maintenant. Mon stage de DEA dans ce labo au fin fond de l'Auvergne. Et maintenant, on a pris 10 architectures SIMD différentes, on s'est tapé 4 standards C++, et on essayait de ne pas glisser sur le truc. Le truc qui est cool, c'est que depuis que le standard, comment ça s'appelle Vu que le standard a ce rythme régulier et qu'on sait un petit peu comment ça évolue, et qu'à partir de C++ 17, comment dire, les gens qui faisaient de la métaprog, on ne les regarde plus comme s'ils avaient la peste, ça aide énormément parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'aurait pas fait avant et que maintenant, en fait, on s'encourage même nous-mêmes à tester des trucs. Encore pas si longtemps que ça, on cherchait des... comment ça s'appelle j'ai oublié. On cherche des trucs, on teste des machins. Est-ce que je peux écrire un concept qui résout le problème? Est-ce que je peux faire une if concept expert key? Est-ce que je peux écrire un trait trivialement, etc. Ça, c'est vraiment cool. Aussi, on a aussi compris que la remplir, la bibliothèque, c'était bien, mais comment ça s'appelle l'important, c'est ce que les gens en voient et de ce qu'ils en comprennent. Et il y a pas mal d'éléments du design qu'on a changé parce que c'était compliqué à comprendre du point de vue utilisateur. Et que, en fait, voilà, une bibliothèque, c'est plus que juste un tas de types et de fonctions.
et qu'il faut réfléchir un petit peu au nom, au look and feel qu'on donne. D'accord. Et voilà, les noms ont un pouvoir, et les utilisateurs, ils ont une mémoire. Et ils ont tendance à se rappeler des choses qu'ils ont vues et essayer de faire comme ils avaient l'habitude. Donc voilà, on va s'arrêter là. Un grand merci à tous les gens qui m'ont aidé pendant ces 15 ans. Jean-Thierry, entre autres, Pierre, qui a été un thésard extrêmement prolifique sur le sujet, et puis nos nouveaux contributeurs qui viennent. Voilà. Mais merci beaucoup. Et si vous avez des questions que je n'ai pas répondu, je suis preneur. Voilà. Et désolé d'avoir pris du temps, Fred. Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai loupées? Parce que tout le monde a posé les questions dans le chat et pas dans le Q&A, et du coup, je suis embêté. Ah non, si, c'est dans le Q&A. Ah mon Dieu, il y en a 15 millions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends dans l'ordre. Alors, Fixed 8, question de Joachim, Fixed 8, etc. Est-ce que vous avez des alias comme STD chronoseconde, etc. dans le chrono? Alors, non. Alors, oui et non. On n'a pas d'alias en tant que tel, parce qu'en gros, la largeur d'un vecteur, en fait, souvent, tu vas vouloir ne pas la spécifier et laisser le code prendre la meilleure taille pour l'architecture courante. Par contre, on a des types qui se wrappent par-dessus. Par exemple, on a un expected cardinal qui prend en paramètre une architecture, et ça te permet de dire, voilà, qu'est-ce que je veux dire, ça te permet de dire, je veux que mon vecteur il ait exactement la même taille que s'il avait été sur cette architecture, et ce, quelle que soit l'architecture. On a des helpers comme ça, mais on n'a pas d'alias genre size 8, size 4, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah, ça bouge. Alors, Adrien, il me demande, c'est quoi ta définition des gens? En gros, quel niveau de compréhension des outils de C++ tu attends de tes utilisateurs? J'essaie d'en attendre le minimum. Par contre, il y a aussi un autre truc qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas non plus les prendre pour des lapins de 6 mois. C'est-à-dire que les gens, ils sont capables d'accepter et de manger un certain nombre de trucs un petit peu compliqués, du moment où tu arrives soit à leur convaincre que c'est la meilleure manière de faire, soit parce qu'en fait, tu t'adresses à des gens qui ont l'habitude de faire ça. Moi, je me suis aperçu, par exemple, que les gens qui avaient besoin vraiment de manipuler ce genre de trucs, c'était pas, on va dire, voilà, c'était surtout des gens qui avaient quand même une... comment ça s'appelle je ne sais plus ce que ça s'appelle. Un certain niveau, on va dire, d'habitude d'écrire du code un peu chelou, et que ça passait, en fait. Mais il n'y a aucun moment, on a essayé de faire en sorte qu'à aucun moment dans l'API, et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a ces histoires d'ordre dans les décorateurs, on a essayé de faire en sorte qu'à aucun moment, il y ait des trucs qui coulent et qui fassent montrer qu'en fait, ah, bah, tu sais pas, en fait, voilà. C'est pas forcément fastoche. Je pense qu'il y a des trucs qu'on pourrait être plus simples. On essaye au maximum de cacher les trucs compliqués. Alors, l'opérateur crochet sur les opérations, comment l'avoir pour des opérations définies par l'utilisateur? Alors, bonne question. On est en train de rédiger la doc là-dessus, sur comment rajouter les opérations. Mais en gros, l'idée, c'est que tu as un truc qui te permet de définir un objet fonction, entre guillemets, à la Eve, qui vient avec tout. Et par défaut, tu as l'opérateur crochet. Alors, tu as un trait qui te permet de dire non, j'ai pas droit, parce qu'il y a des opérateurs pour lesquels ça n'a pas de sens. Et en fait, ensuite, la seule chose que tu as à faire, c'est fournir ce qu'on appelle une fonction d'implémentation, en gros, qui a le même nom que ta fonction de base, mais avec un underscore aux fesses, en lui passant en premier paramètre le tas de booléens que tu veux. Donc, tu as un protocole pour dire, voilà, moi, j'écris machin crochet le logical, mais derrière, tu as juste à surcharger une fonction avec le logical en premier paramètre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une feature n'existant pas en C++ dont tu as senti le manque en concevant ceci d'interface? Const expert switch ou le pattern matching, parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça doit s'appeler. Ouais, le pattern matching, ça me rendrait ma vie, comment dire, tellement plus mieux. Il y a plein d'endroits où, en fait, où on fait des tours et des détours avec des const expert pour retomber sur nos pattes, alors que si je pouvais écrire, je ne sais pas quelle est la syntaxe, mais match wide de TNABI with, je ne sais pas moi, float 8, machin, etc., ça serait beaucoup plus clair. Ça, c'est un truc commun.
Alors, moyen côté utilisateur pour ne définir une fonction qu'une seule fois et avoir forcément du compiler dispatch. Plusieurs versions dans le dictionnaire. Oui, alors, Luc, je pense que tu te poses la question de est-ce qu'on peut avoir dans le même binaire, par exemple, une version qui a été compilée pour deux archives différentes? Est-ce que c'est ça? Si c'est voir juste que je comprenne bien la question. Si je peux revenir sur le chat. Oui, celui qui est parti peut-être. Oui, c'est ça. Alors, oui, il y a un moyen de le faire. Ça, c'est ce qui rentre dans ce que moi j'appelle l'Advanced API. Tu as un truc qui s'appelle Eve Supports de T et qui te permet de générer un type qui dépend de l'architecture. Et en gros, tu peux prendre ça en paramètre de tes fonctions qui utilisent Eve. Et en gros, ça va générer des mangling différents en fonction des architectures quand tu vas le recompiler plusieurs fois. Et ensuite, on a un système de détection runtime qui te permet de décrire du code du genre if is supported de x86 2.2.sse2 et ça va vérifier au runtime que tu as bien le truc et du coup, tu vas pouvoir ensuite appeler ta fonction avec la bonne variante. Voilà. Ça, on sait faire. Alors, c'est pas super propre. Non, même pas. Même pas. C'est à la main comme un cochon avec le mangler. Oui, il faudrait peut-être que je fasse les if-func, mais ça dépasse mon pay grade. Mais patch welcome. Alors, est-ce qu'on supporte le risque 5? C'est dans les tuyaux. C'est quelque chose qu'on aimerait faire parce que le truc a l'air vachement bien pour tomber dessus. Il nous manque principalement deux choses, un peu des bras et un peu d'expérience avec risque 5 ou risque V, on dit comment, je ne sais pas. Risque V. Histoire de démarrer le truc un petit peu. On a commencé à regarder, on a récupéré des simulateurs, etc. Là, je sais qu'il commence à avoir des vraies machines qu'on peut acheter trivialement avec ce qu'il faut dedans. Je pense qu'on va s'en acheter une et qu'on va faire mumuse avec. Mais très certainement que. Alors, si tout se passe bien, j'aimerais bien que courant 2021, on supporte effectivement risque 5. Ça fait partie des trucs qu'on veut avoir dedans. Parce que c'est vraiment un truc bien. Ouais. On ne le supporte pas, mais c'est prévu pour. Et puis Adrien qui me troll avec sa dernière question. Clang transforme machin bidule en type vectoriel générique pour régénérer l'instruction. Est-ce que ça me fait pleurer? Non. Comment ça s'appelle? Non, parce que c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. Clang, c'est un compilateur. J'ai envie de dire, il y a plutôt intérêt qu'il fasse ça. Mais on est à un autre niveau. Disons que nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir donner. Enfin, il y a deux types de gens qui utilisent, qu'on veut, qui utilisent Eve, qu'on a vu apparaître dans les boosts SIMD. Il y a des gens qui font vraiment du SIMD pour faire du SIMD, c'est-à-dire qu'ils ont des gros algos bien linéaires, bien contigus, et il faut abattre du débit. Ils font du traitement d'image, ils font du son, etc. Et il y a d'autres gens qu'on a vu débarquer aussi. Il y a du SIMD risque 5, non, il me semble. J'avais vu passer ça dans les trucs. Pardon, excuse-moi. Et il y a des gens en fait qui sont là pour faire très peu de données. Et il faut que ça aille à la bonne vitesse. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie d'avoir un machin hyper compact qui va très très vite. Et ces gens-là, ils aiment bien avoir une certaine maîtrise de ce qu'ils font. Et on a eu l'impression qu'ils préféraient genre comment ça s'appelle, écrire du code qui leur permettait d'exprimer exactement ce qu'ils voulaient que de se reposer sur le compilateur. Alors, ce qui n'est pas forcément un bon choix, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est deux travails différents. Voilà. Oui, c'est du vectoriel, oui. Oui. Mais de ce que j'en avais vu, il y avait quand même des choses qui ressemblent. Enfin, il y a des choses qui ressemblent à des trucs qui pourraient rentrer dans notre moule. Alors, c'est très. Comment ça s'appelle de loin. Et c'est ce que je dis. Il faut vraiment qu'on s'y penche parce que voilà. Mais si on peut avoir une version risque V, ça serait risque 5, ça serait pas mal. Alors, il y avait une autre question, je ne sais plus où elle est. C'était Serge encore. Alors, est-ce qu'on supporte SVE? Alors, si tu vas sur la page GitHub du projet, pour l'instant, non. Parce que les compilos, c'est un désastre. Enfin, il y a ça, le modèle de programmation SVE, pour moi, il n'a ni queue ni tête. Mais oui, Fix, il s'appelle Fix parce qu'à un moment, on s'était dit que peut-être on le ferait. Pour l'instant, c'est pas dans notre pas dans notre roadmap immédiate pour plein de raisons. Principalement parce que, voilà, moi c'est mon avis personnel, le modèle de programmation SVE, il a aucun sens.
Il n'y a aucun sens. Pour ceux qui ne savent pas, SVE, en gros, c'est basé sur le fait qu'on va détecter dynamiquement la taille des registres SIMD. Et pour ça, on a besoin d'avoir une notion un peu spéciale, qui est la notion qu'on a des types qui n'ont pas de size-off au compile time. Je vous laisse méditer sur la chose et l'impact que ça a. Et ça explose votre usage à base de switch. Oui. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une remarque qui était peut-être pas bête. C'était de dire qu'en fait, on supporte SVE en tant qu'architecture, mais par contre, c'est comme le reste, on doit fournir la taille. Et c'était basé sur le fait qu'en fait, la personne avait regardé plein de codes, d'accord. Et en fait, la plupart du code qu'ils écrivaient en SVE, ils faisaient une grosse grosse hypothèse sur la taille du registre. Et qu'il y avait très peu de code dans la nature avec SVE qui prenait vraiment parti, qui tirait vraiment parti du fait que c'était super flexible. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Moi, j'ai été refroidi par le sizeless struct et on a laissé ça au frigo pour l'instant. Alors, Joachim qui me dit, est-ce que tu vois cet effort comme un fixe temporaire en attendant que l'autovectorisation s'améliore? Alors, l'autovectorisation, elle s'améliore. Moi, je sais qu'il y avait plein de tests qu'on faisait en 2008 et on était là à faire qu'est-ce qu'on est meilleur que ce compilateur qui ne voit pas que quand on fait double plus un entier dans une boucle, il pourrait transformer l'entier en double et vectoriser la boucle. Ça a été ça à un moment donné. Ben on est content parce qu'on va exactement à la même vitesse que le code autovectorisé. Il y a encore plein d'endroits où l'autovectoriseur, on lui met des mandales, principalement sur tout ce qui est. Alors, c'est un peu subtil. Tout ce qui est les fonctions un peu compliquées en maths, les transcendantales, les générations de propriétés statistiques, etc. Parce que je pense que les compilateurs, ils s'en moquent un peu. Et je sais qu'il y a des compilateurs qui commencent à avoir des trucs du genre, ils ont un cos vectoriel, ils ont des exponentielles vectorielles, Visual Studio en a plein, Clang en a certains, JCC en a certains. Mais en fait, quand tu regardes le paysage, ils sont tous pas en face, quoi. Il y en a plein, il y a personne qui a tout, et tu n'es pas garanti que ton code d'un autovectoriseur sur l'autre, il garde son niveau de performance. Nous, ce qu'on garantit, c'est que quand ça compile sans erreur, tu es certain que ça a été vectorisé proprement. Ce que j'attendrai, plus que d'attendre que les autovectoriseurs se mettent à faire plus de magie noire qu'ils n'en font déjà, c'est que déjà on puisse se servir de ce genre d'effort, déjà pour montrer qu'il y a plein de fonctions qui ne sont pas vectorisées alors qu'elles pourraient l'être et que c'est pas compliqué. J'ai pas refait de bench depuis un moment, mais il fut un temps où on avait le sinus cosinus le plus rapide de l'Ouest, puisqu'on avait X2, je crois qu'on met on met deux cycles par flottant pour calculer un sinus, ce qui fait qu'en gros en 16 cycles on en a calculé 8. Et c'est assez rapide par rapport à la vitesse d'un sinus ou d'un cosinus scalaire. Et on était quand même meilleur que les autovectoriseurs. Par contre, il y a des trucs où je sais que, par exemple, les autovectoriseurs, ils n'y arrivent pas et je pense qu'ils n'y arriveront pas avant un vrai breakthrough théorique. Ils ont extrêmement de mal à repérer des swizzles complexes. Il y a très peu d'autovectoriseurs qui savent faire autre chose que des zips à 2 vers 2. C'est-à-dire que si vous avez un truc avec des structures à 5 ou 6 membres et qui sont stockés comme il faut, il y a assez peu de compilateurs qui arrivent à les déziper proprement. Il y a des sous-ailes triviaux qu'ils n'arrivent pas à faire. Moi, je le vois parce que, par exemple, il y a plein de trucs où, en fait, quand on ne sait pas l'écrire, on l'écrit à la main, proprement, en scalaire, et puis on regarde ce que l'autovectoriseur tente de faire. Quand il fait quelque chose, on regarde. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que c'est mieux que ce qu'on fait? Et en fait, il y a pas mal de cas où ils ne font pas. Moi, mon problème, c'est le, entre guillemets, je veux dire, le time to market de mais bientôt, l'autovectorisation, c'est un problème réglé. Alors, je ne sais pas si Ronan est encore debout, mais moi, c'est un truc que j'entends depuis le début de ma carrière. Non, mais dans 5 ans, l'autovectorisation, c'est un problème réglé. Et ça fait 15 ans. Ça va être réglé un jour. Ça l'est pas. Et l'idée, c'est de peut-être faire comment on dit, la clutch, la béquille, autant faire ce peu. Moi, le truc qui m'a conforté dans l'idée que c'était une bonne idée, c'est que nous, on avait tenté de le faire. Et c'est pas passé parce qu'on n'était pas bon à l'époque. C'était de faire passer ce qui était boosté CMD à l'époque dans le standard. Mathias Kretz s'est mieux débrouillé que nous. Après, avoir le CERN derrière les fesses, ça aide. Le fait que le comité soit sensible au fait qu'il faut qu'on ait ça dans le standard montre qu'il y a quand même un besoin. Alors après, que ce soit très clair, la version qui va rentrer dans le standard, elle fait des trucs.
Bon, il y a des choses que j'aime pas. Il y a des morceaux de design que je trouve être pas bons pour l'utilisabilité architecturale. Après, c'est des choix. Un jour, quand j'aurai pas la flemme, je ferai un papier peut-être. Mais c'est un bon bout de soft aussi, hein, VC, hein, enfin, data part maintenant. C'est à peu près la même idée de base. Il n'y a pas 50 manières de faire ça correctement. Mais le fait que ça veuille rentrer dans le standard, ça montre qu'il y a quand même un besoin et qu'on a bien compris que les autovectoriseurs, oui, ça s'améliorait, mais qu'entre-temps, il fallait une mesure de combler. Alors, est-ce qu'ils ont fait des progrès en termes de mélange de types? Oui, maintenant, ça va. Ils ont tous compris que convertir avant de splatter, c'était une bonne idée. Par contre, je ne sais pas si tu mélanges vraiment des types dans des tableaux différents, s'ils arrivent à faire. Je sais que par exemple, ils gèrent bien, la plupart gèrent bien des trucs du genre. Tu fais t'as un tableau d'entier 32 bits signé, un truc non signé, tu fais des opérations entre les deux, ça passe. Parce que la plupart des systèmes ont un truc pour le gérer. Et après, je pense que je ne sais pas comment du tout l'autovectorisation est gérée en termes de design et de test et de maintenance dans les gros compilos. Parce que j'ai souvent l'impression, par exemple, moi je sais que régulièrement, on a tendance à prendre le GCC et le Clang Trunk et revérifier que le code généré est correct. Parce que des fois, ils font juste n'importe quoi avec les instructions vectorielles, parce que je pense qu'ils ne testent pas plus que ça. C'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. Moi, je sais que pendant des années, on s'est trimballé un patch à la noix, parce que dans le GCC, il y avait quelqu'un qui avait décidé que quand je fais la multiplication d'un registre vectoriel par 0, ça me donne 0. C'est normal. Quand je multiplie un registre vectoriel par 1, ça me fait le registre vectoriel. C'est normal. Et quand je divise un registre vectoriel par 1, ça me fait le registre. C'est normal. Et du coup, quand je divise un registre vectoriel par 0, ça fait 0. Alors, les gens qui font du calcul numérique verraient, d'accord. Mais non, x divisé par 0, ça ne fait pas 0. Ça fait des trucs, mais ça ne fait pas 0. Et le code généré était moisi. Et on avait un patch à base de si c'est GCC machin et que ça fait des trucs, il faut faire la division autrement. Il faut la faire avec un autre truc, etc. Vérifier que c'est pas 0. Et donc, je sais qu'on regarde régulièrement parce que souvent, il y a des blagues comme ça. Et je sais pas, et je pense qu'une des raisons, peut-être qu'Adrien a des billes parce qu'il a des oreilles qui traînent chez les gens de Clang et de LVM, mais oui, je vais faire des PR, ouais, mais comment c'est géré. Tu vois, je pense que c'est le problème. Et je pense que c'est quelque chose qui. C'est un peu comme les phases d'optimisation. Des fois, tu as l'impression qu'elles sont testées en isolation, mais que leur interaction, elle n'est pas forcément bien testée, et que souvent, des bugs de code-gen viennent de là. Après, je comprends que mais les compilos, les machins, ils ont une quantité de gens finis qui travaillent dessus. Il y a 24 heures dans une journée et pas plus, etc. Mais je pense qu'en fait, l'autovectorisation tombe un peu dans la même escarcelle. Bizarrement, par exemple, tu vois, l'autovectoriseur de Visual Studio, il fait des fois des trucs mieux que les autres parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui leur a couiné dessus suffisamment fort, que le code généré était dégueulasse et que cette entité-là devait avoir suffisamment de licence Visual Studio pour avoir du poids. Pour GCC et Clang, c'est différent. Mais oui, ça s'améliore. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants ou aux gens que je forme quand je fais des formations, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est vous écrivez votre code normalement et vous regardez ce que fait l'autovectoriseur. Parce que quand même, un nombre non négligeable de fois, il va faire du bon boulot. Et après, c'est toujours pareil. Vous benchez, si ça vous suffit, tant mieux. Si ça ne vous suffit pas, il va falloir chercher une autre solution. Et l'autre truc que nous, on propose, c'est le fait de dire que voilà, on garantit qu'on a des résultats qui sont partout pareils, en fait. On s'est cassé les pieds à avoir des tests numériques qui font que compilé sur ARM, 64 bits, 32 bits, avec ou sans Arch 64, compilé sur Power, compilé sur x86, whatever. Voilà, le logarithme de 1.732317, il vaut toujours la même valeur. On garantit ça aussi. Alors, ça implique des choses sur le design des fonctions, etc. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas forcément garantir à travers de l'autovectorisation. Donc, je pense qu'on bouche un trou. Moi, ma grande joie, ça serait que ce trou, il n'ait plus besoin d'être bouché. Mais pour moi, la constante de temps pour que cette chose-là arrive, elle est plus grande que ce que les gens en ont besoin maintenant. Et chose aussi rigolote qu'on a regardé, quand on a commencé ce projet en 2003-2005, le vectoriel, ouais, c'est super. C'est les trucs, c'est les gros barbus ingénieurs là-bas, ils font ça des fois dans des caves. Et c'est passé de ça à mais mon Dieu, mais tu vectorises pas. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
en moins de 10 ans. Et je pense aussi c'est ça, par exemple, qui explique le fait qu'on ait complètement raté le coche de la standardisation, alors que Mathias a fait du bon boulot. C'est on est arrivé peut-être, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans trop tôt, et les gens ne voyaient pas pourquoi c'était intéressant. Et quand Mathias est arrivé avec VC, ça s'est mieux passé. Donc voilà. Combien? 234 tests pour l'autovectoriseur. Ça fait pas beaucoup, hein, mais x86, mais est-ce qu'il teste les autres? Parce que aussi, le truc qu'on a remarqué, c'est que l'autovectoriseur x86, il fait toujours des trucs de ma boule. Et j'ai l'impression que sur les autres archis, c'est moins bon. Alors, c'est peut-être parce que je tombe dans des cas où. Ok, mais il faudra jouer. Ouais, remarque, normalement, ça devrait être les mêmes tests. C'est ça que tu es en train de me dire, Serge. Si c'était dit. Ah, ben non, d'accord, ok. Bon, il faudra que je regarde. Alors, si tu as un lien, je suis preneur. Je regarderai ça plus tard. Ça m'intéresse de voir ce qu'ils testent. Donc, voilà. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, voilà. Mais merci beaucoup, en espérant que voilà, je ne vous ai pas saoulé jusqu'à la mort. Et bonne fin de soirée. Et manger du fromage, c'est bon pour ce que vous avez.